Les enfants sont rois, suite. À 21h30, un message laconique fut adressé à Mélanie Clos en privé sur son compte Instagram. L'émetteur, dont le nom lui était inconnu, n'avait lui-même aucun abonné. Tout portait à croire que le compte avait été créé dans l'unique but de lui envoyer le message suivant: Enfant disparu, deal à suivre, confirmant l'hypothèse d'une demande de rançon. À 21h35, au vu des premiers éléments et compte tenu de la notoriété de la famille, les affirmations de la mère ayant été vérifiées, le parquet de Nanterre décida de saisir la brigade criminelle. À 21h55, les membres du groupe Berger, d'astreinte depuis le matin, pénétrèrent dans la résidence du Poisson Bleu. Clara Roussel et son chef de groupe arrivèrent parmi les premiers, rapidement rejoints par le chef de section et le patron de la brigade. Dans ce genre de cas, la hiérarchie était à pied d'œuvre. Une demi-heure plus tard, une vingtaine d'enquêteurs furent déployés. Tandis qu'ils commençaient l'enquête de voisinage, Clara Roussel délimita les zones de prélèvement et donna ses instructions aux techniciens de l'identité judiciaire. Autour de l'endroit où le doudou de l'enfant était tombé, elle dressa un large périmètre, délimité par des banderoles plastifiées. Les accès au parking et au local poubelle furent également condamnés. Le doudou, quelques Kleenex usagés, une vingtaine de mégots, un papier gras à l'enseigne d'une boulangerie, une tête de Barbie hirsute et un compas en morceaux furent mis sous scellés. Les empreintes de pas relevées sur les parties en terre, bien que nombreuses et peu lisibles, furent photographiées. Une fois les prélèvements effectués, le chef de section décida de faire appel au chien pisteur. À partir d'un vêtement porté par la petite fille, les deux chiens amenés sur place retracèrent exactement le même itinéraire. Après un passage par le local poubelle, la piste s'arrêtait dans le parking. Alors que ses collègues poursuivaient la tournée des voisins à la recherche d'un témoignage clé, Clara resta dans les parties communes. Dans la nuit, il lui faudrait figer la scène de crime, décrire les lieux aussi minutieusement que possible, tout noter, tout enregistrer. Traquer le sang, le sperme, les poils, toute trace laissée, ou bien constater l'absence de traces, l'enfant comme envolé. Elle établit le plan de la résidence, indiqua les entrées, l'emplacement des 3 bâtiments, de l'aire de jeu, du local poubelle et du parking souterrain. Puis elle répertoria les scellés récoltés à l'extérieur et les éléments prélevés dans l'appartement, destinés à déterminer l'ADN des 4 membres de la famille. La chambre des 2 enfants avait été explorée par les enquêteurs en quête d'un indice éventuel indiquant qu'un rendez-vous avait été donné à la petite fille, mais rien n'avait été trouvé. À ce stade, si l'hypothèse d'un enlèvement avec demande de rançon était privilégiée, la vengeance, le réseau pédophile, la mauvaise rencontre ne pouvaient être écartés. Compte tenu de l'âge de l'enfant, une fugue était exclue. Quoi qu'il en soit, le compte à rebours avait commencé. Les statistiques étaient sans appel. Quand l'enlèvement du mineur se doublait d'un homicide, dans 9 cas sur 10, ce dernier avait lieu durant les 24 premières heures. Un peu avant 2 heures du matin, alors que les 2 parents étaient raccompagnés chez eux par la police, désormais escortés par un négociateur, au cas où les ravisseurs prendraient contact avec la famille, Clara s'approcha d'eux et se présenta. La première fois que Mélanie Clos et Clara Roussel se rencontrèrent, malgré l'état de tension extrême dans lequel elles se trouvaient l'une et l'autre, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une femme aussi petite, et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité. On dirait une enfant, pensa la première. Elle ressemble à une poupée, songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire. Depuis la mort de ses parents, Clara Roussel avait une conscience aiguë de la fragilité humaine. À l'âge de 25 ans, et pour le reste de son existence, elle avait compris qu'on pouvait sortir un matin, serein et confiant, et ne jamais rentrer chez soi. C'est ce qui était arrivé à son père, renversé par une camionnette un samedi à 8h30, alors qu'il descendait acheter des croissants. Plus exactement, le véhicule l'avait frôlé, mais le rétroviseur avait heurté sa tête avec une telle violence qu'elle avait été en partie arrachée.
Quelques mois plus tard, sa mère était morte d'une rupture d'anévrisme en pleine rue. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle était appelée sur une scène de crime, chaque fois qu'elle passait par hasard à côté de l'un de ces attroupements qui se constituent en quelques secondes autour d'un malaise ou d'un accident, chaque fois qu'elle voyait une ambulance ou un camion de pompiers arrêté sur la voie publique, se réveillait en elle la certitude que toute journée, toute minute, toute seconde pouvait voir basculer une vie. Ce n'était pas une donnée, un fait qu'elle se contentait de savoir intellectuellement, comme la plupart des gens. C'était une sensation physique, de terreur, qui l'oppressait des heures, parfois plus longtemps. C'est pourquoi, lorsqu'elle était appelée sur une affaire, le premier échange avec la famille de la victime lui coûtait tant. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir physiquement, en écho dans son propre corps, la décharge d'adrénaline qui circulait dans le leur. Pendant quelques secondes, elle était cette femme à laquelle on venait d'annoncer la mort de son enfant, ce mari dont la compagne avait été poignardée, cette vieille femme dont le fils venait d'être arrêté. Pour tous les flics du 36 qui avaient vu leurs collègues revenir du Bataclan, le mois de novembre restait un mois sombre, poisseux. Le soir du 10 novembre 2019, Clara venait de rejoindre son amie Chloé dans un bar du 13e arrondissement lorsque le message de Cédric, son chef, était tombé sur le WhatsApp du groupe. Elle avait bouclé le jour même un dossier de triple homicide avec préméditation sur lequel ils avaient passé des semaines. Elle aurait aimé avoir le temps de trinquer à l'aboutissement de cette procédure, l'une des plus complexes qu'elle ait eue entre les mains, mais la permanence de son groupe commençait tout juste et les saisines tombaient rarement au bon moment. C'est reparti, pensa-t-elle, faisant craquer ses doigts, une manie adolescente dont elle n'avait jamais réussi à se départir. Les appels au milieu de la nuit ou au petit matin, les repas interrompus, les jours fériés dilapidés dans le froid ou sous les néons de son bureau, les congés reportés, toute cette mythologie plus ou moins héroïque attachée à son métier, elle s'y était préparée et adaptée. Cependant, ce qu'elle n'avait pas imaginé et qui revêtait chaque jour une réalité très concrète, c'était l'état de tension auquel son corps, pendant toutes ces années, serait soumis. Même dans le sommeil, ses muscles, ses articulations restaient mobilisés. De fait, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, elle était capable, en un rien de temps, de sauter sur ses pieds, de s'habiller et de partir. Passée la première impression, pendant ces quelques minutes où elles s'étaient trouvées l'une en face de l'autre, dans la lumière jaune des réverbères de la résidence, Clara avait perçu la détresse de Mélanie. Une détresse brute, absolue. Alors que la jeune mère regardait autour d'elle une dernière fois, comme si sa fille allait soudain surgir d'un bosquet, comme si tout cela, les policiers affairés aux quatre coins du jardin, les banderoles de plastique déployées dans les arbres, ne pouvait être la réalité, Clara avait eu le sentiment d'absorber sa souffrance. Le temps d'échanger quelques mots, il lui avait semblé voir à l'œil nu la terreur coloniser chaque cellule de son corps. Accrochée au bras de son mari, Mélanie revivait pour la 10e fois ce temps devenu inaccessible qu'elle aurait voulu de toutes ses forces soustraire au réel. Un temps impossible à annuler et contre lequel le plus grand chagrin, les plus sombres regrets ne pouvaient rien. Ce moment où son fils était remonté du jardin pour la prévenir qu'il ne trouvait plus sa sœur. Vers 2h30 du matin, après avoir récupéré les premiers procès-verbaux et l'ensemble des scellés, Clara avait fini par rentrer chez elle. Il fallait essayer de dormir au moins 2 heures, elle le savait, avant de repartir au bastion. Mais au lieu de s'allonger, elle avait allumé son ordinateur, surfé sur Internet et trouvé Happy Récré. Sur la page d'accueil de YouTube apparaissait une trentaine de vignettes correspondant aux dernières vidéos publiées par la famille. Sous chacune d'elles était affiché le nombre de vues, entre 5 et 25 millions. Clara fit défiler les vignettes, cela paraissait sans fin. Elle était trop fatiguée pour compter. Il y avait là sans doute plusieurs centaines de vidéos de Kimi Dior et de son grand frère. Elle observa un moment le visage de l'enfant, ses boucles blondes, ses grands yeux noirs, une adorable petite fille.
songea-t-elle, chassant toutes les images qui commençaient à l'assaillir, puis regarda 2 ou 3 vidéos au hasard. Dans la courte nuit qui suivit la disparition de l'enfant, Clara fut réveillée par une phrase, parfaitement distincte. Cela lui arrivait de temps à autre. Des mots limpides, ordonnés, comme s'ils venaient de sa propre bouche, la sortaient brutalement du sommeil. À chaque fois, ces phrases surgies du rêve, de l'inconscient ou d'un endroit de la nuit auquel elle n'avait pas accès, avaient revêtu par la suite une signification et parfois même une dimension de présage. À 5h20, elle s'était assise dans son lit et avait entendu dans le silence de sa chambre cette phrase qu'elle était elle-même en train de prononcer. C'est un monde dont l'existence nous échappe. Cette petite fille de 6 ans avait disparu dans le vrai monde, dont Clara cernait globalement les dangers. Mais Kimi Dior avait grandi dans un monde parallèle, un monde construit de toutes pièces, virtuel, qu'elle ne connaissait pas, un monde qui obéissait à des règles dont elle ignorait tout. L'effroi était entré dans le corps de Mélanie en une fraction de seconde, acide, brûlant, puis s'était répandu dans chacun de ses membres. L'effroi était dans son sang, puissant, bien plus puissant que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Pourtant des histoires d'enfants qui disparaissaient et de mères éperdues d'inquiétude, elle en avait vu un certain nombre à la télévision ou sur Netflix. Le Kleenex à portée de main, elle s'identifiait aux héros. Elle souffrait avec eux et songeait un instant, juste un instant, qu'une chose semblable pouvait lui arriver. Juste le temps de se dire « je ne pourrais pas le supporter ». Mais cette fois, elle n'était pas face à l'un de ces personnages dont elle admirait le sang-froid ou le courage. Ce soir, c'était elle qui était là, debout dans son salon, raide, tendue, incapable de s'asseoir, incapable de supporter le moindre contact physique, pas même la paume de son mari posée sur son épaule. À jamais gravée dans sa mémoire, la voix étranglée de Samy, sa pâleur, son souffle coupé. Il y avait eu toute cette agitation autour d'elle, ces questions 20 fois répétées, des boissons chaudes dans des gobelets en plastique, la petite main de son fils dans la sienne, le froid, et ce châle qu'ils avaient mis sur ses épaules, imprégné d'un parfum pour femme, un parfum qui ressemblait à celui de sa mère, et lui avait donné la nausée. Un peu avant minuit, enfin, Bruno était arrivé. Il avait répondu à des tas de questions, lui aussi, à se demander s'il ne soupçonnait pas d'avoir emmené Kimi quelque part. Il suffisait de regarder Bruno pour comprendre qu'il était incapable de faire du mal à une mouche. Elle l'avait compris au premier coup d'œil, le premier jour, à la première minute où elle l'avait vu. Son mari avait répondu avec calme et patience, sans manifester le moindre signe d'agacement. Il avait attendu d'être rentré et d'avoir porté Samy endormi jusqu'à son lit pour pleurer. Il s'était assis sur le canapé, et cela n'avait duré que quelques secondes, un sanglot étouffé, étranglé, qui l'avait glacé. Après toutes ces allées et venues dans la résidence, les chiens, les fouilles, les prélèvements, tout le monde était reparti, sauf ce type, qui resterait là, chez eux, leur avait-on expliqué, tant que Kimi ne serait pas rentré. Un type qui venait d'une brigade d'intervention, ou quelque chose comme ça, et dont le rôle était de les accompagner, de les conseiller, dans le cas où les ravisseurs prendraient contact avec eux. Le type s'était installé dans la pièce du fond qu'ils avaient prévu d'aménager en bureau, et leur servait pour l'instant de débarras, où par chance s'était entreposé un canapé-lit qu'ils pouvaient déplier. Si un numéro inconnu appelait sur l'un ou l'autre portable, il devait, avant même de répondre, le prévenir aussitôt. Après avoir donné ses consignes, le type s'était éclipsé et Bruno et Mélanie avaient réussi à partager un moment tous les deux, seuls dans la cuisine, incapables de se coucher. Dans le silence, le ronronnement du réfrigérateur avait repris, comme si tout cela n'était qu'une mauvaise blague, un canular. Et un instant, elle avait cru s'évanouir. Elle s'était tenue à la table, avait fermé les yeux. Elle avait imaginé sa respiration le long d'un rail, et le vertige s'était éloigné. Bruno était assis sur une chaise, la tête entre les mains. Elle entendait à nouveau son souffle,
irrégulier, entravé, un gémissement contenu. Ce matin-là, il s'était levé comme tous les matins, ignorant qu'il ne leur restait que quelques heures de bonheur, de sérénité, et que le soir même leur vie aurait sombré dans un désastre qui n'avait pas de nom. Qui pouvait imaginer cela? Elle aurait donné n'importe quoi pour revenir en arrière, quelques heures, seulement quelques heures. Dire non, voilà tout. Non, vous n'allez pas jouer dehors. Il suffisait de rien, 3 fois rien. Quelqu'un, quelque part, pouvait bien lui accorder cette faveur, remonter le temps et prononcer d'autres mots. Des mots qu'elle avait hésité à dire, des mots qui avaient effleuré ses lèvres, mais qui, dans un moment de faiblesse, s'étaient inclinés. Elle voulait dire non. Non, nous n'avons pas le temps, il faut terminer le travail scolaire et tourner une vidéo pour Instagram. Mais Kimi et Samy avaient eu l'air tellement contents à l'idée de retrouver les autres. Alors elle avait pensé, pour une fois. Et elle avait dit oui. Une fois, une seule, et leur vie était dévastée. Mélanie devait prendre la mesure de l'événement. Pour l'instant, elle était comme ces étrangers qui ne comprennent que la moitié de la phrase prononcée par leur interlocuteur et doivent, au prix d'un intense effort d'adaptation, en reconstituer le sens. Elle percevait très clairement, sans pouvoir le formuler, qu'une partie de l'énoncé lui était inaccessible. La vérité était au-dessus de ses forces. La capacité de résistance dont elle avait fait preuve ces dernières heures lui avait permis de faire bonne figure, de répondre aux questions. C'était déjà beaucoup. Maintenant, elle était là, debout dans la cuisine. Elle allait rejouer mentalement ce moment, encore et supplier à voix haute une instance supérieure pour qu'il n'ait pas eu lieu. À la fin pourtant, il lui faudrait s'asseoir, peut-être même dormir, et accepter l'idée que sa fille avait disparu. Brigade criminelle 2019. Disparition de l'enfant Kimi Dior. Objet: procès-verbal de la première audition de Mélanie Clos, épouse Dior. Réalisé le 10 novembre à 20h30 par le commissaire S, en fonction au commissariat central de Châtenay-Malabry. Extrait. Question. Vous dites que vous aviez laissé la fenêtre ouverte pour entendre vos enfants. Vous étiez inquiète de les savoir dehors? Réponse. Non, pas vraiment. Je ne voulais pas qu'ils se fassent disputer. Certains voisins refusent que les enfants jouent dans le jardin parce que ça fait trop de bruit. À chaque réunion de copropriété, il y a des conflits autour de cette question, des histoires de poubelles renversées, de fleurs piétinées. D'ailleurs, moi, en général, je préfère qu'ils restent à la maison. D'habitude, il y a ce type, Monsieur Zour, avec son chien jaune, il fait peur aux petits. Mais en ce moment, il n'est pas là. Il paraît qu'il a été hospitalisé. C'est pour ça aussi que j'ai accepté. Question. En dehors de vos voisins, est-ce que quelqu'un pouvait savoir que les enfants étaient en train de jouer dehors? Réponse. Eh bien non. Enfin si, parce que j'avais posté une story. Question. Une quoi? Réponse. Une story. C'est une petite vidéo qu'on publie sur Instagram. Éphémère, elle ne reste en ligne que pendant 24 heures, tandis que les posts, des photos ou des vidéos, restent tout le temps. Question. Une story, c'est une histoire? Réponse. Non, pas vraiment. Ce sont plutôt des moments de la vie quotidienne qu'on partage avec sa communauté, vous voyez? C'est-à-dire avec les gens qui nous suivent, les abonnés. J'en ai posté une quand les enfants sont descendus. J'ai juste dit qu'ils jouaient dehors et que ça me laissait un peu de temps pour souffler et préparer le dîner. J'en avais aussi posté une à Vélizy 2, quand on a acheté les baskets de Kimi, parce que nous avons un partenariat avec Nike. Alors je dois montrer les produits, vous voyez. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer. Question. On peut les voir, ces vidéos? Réponse. Oui, elles sont encore sur mon compte Instagram. Ensuite, elles restent dans le dossier Archives. Je suis la seule à y avoir accès. Question. À quelle heure exactement avez-vous posté cette story dans laquelle vous disiez que vos enfants jouaient dehors? Réponse. Je ne sais plus, je dirais vers 17h15 ou 17h30. Question. Les gens qui vous suivent, connaissent-ils votre adresse? Réponse. Non, pas du tout.
Enfin, peut-être certains, parce que ça se sait. À l'école, dans la résidence, les gens savent qui on est. Nous sommes connus, alors peut-être qu'ils en parlent autour d'eux, qu'ils se vantent d'habiter dans la même résidence que Kim et Sam. Je ne les laisse pas souvent jouer dehors, parce que certains enfants se moquent d'eux. Les enfants sont cruels entre eux, vous savez. Ou alors les parents racontent n'importe quoi, et les enfants répètent ensuite. Un jour, des gamines de la résidence s'en sont pris à Samy. Ils lui ont dit des choses méchantes, horribles même. Je lui ai interdit de les voir, de leur parler. Mais aujourd'hui, ce n'était pas la même bande qui jouait dehors. La bande de Kevin Tremplin. C'étaient des enfants plus jeunes, que Kim et Sam aiment bien. Le petit Léo, la petite Maëva, le fils des Filloux, je ne me souviens plus de son prénom. Il est gentil, ce gosse. C'est pour ça que j'ai dit oui. Interruption, sanglot, plusieurs minutes. Moi, je vais chercher mes enfants tous les jours en voiture à l'école. Je suis une maman poule, vous savez. Je ne pensais pas qu'il pouvait se passer quelque chose. Ici, c'est une résidence de standing. Peut-être que Kimi est blessée, qu'elle est tombée quelque part. Peut-être qu'il faut chercher encore. Question. Vous avez posté la story entre 17h15 et 17h30, et à 18h15, votre fils est venu vous prévenir qu'il ne trouvait plus sa sœur. C'est bien cela? Réponse. Oui, je crois. Quand il est remonté, je venais de regarder l'heure, et je m'apprêtais à les appeler par la fenêtre. On est au 2e étage, et je les avais entendus juste en dessous, quelques minutes plus tôt. Samy avait du travail à faire pour l'école, même pendant les vacances. Je préfère qu'il ne prenne pas de retard. Et le vendredi, normalement, c'est le jour où on poste notre vidéo sur YouTube. Alors on doit faire une story sur Instagram pour prévenir qu'on a mis la vidéo en ligne. Question. Quelle a été votre réaction lorsque votre fils vous a prévenu? Réponse. Je suis descendue tout de suite. J'ai crié le prénom de ma fille dans le jardin, dans tous les endroits de la résidence où elle avait pu se cacher. J'ai frappé chez quelques voisins qui ont des enfants, et chez qui elle aurait pu aller. J'étais complètement paniquée. Question. Vous dites que vous devez faire ces stories ou ces choses. Quelqu'un les demande? Réponse. Non, non, personne, c'est moi. Parce que c'est moi qui organise tout. Ce qu'il faut faire sur YouTube, sur Instagram, ça demande d'être présent, c'est beaucoup de travail, et c'est moi qui gère tout ça. Question. Vous deviez donc tourner une story pour annoncer une vidéo, c'est bien ça? Réponse. Oui. En général, sur notre chaîne Happy Récré, on publie 2 ou 3 vidéos par semaine. Ces vidéos sont très élaborées, surtout depuis quelque temps. On fait de vrais montages, c'est mon mari qui s'en occupe. Ça, ce sont les vidéos familiales qui alimentent notre chaîne sur YouTube, celle que je vous ai montrée, qui a 5 millions d'abonnés. Les stories, c'est autre chose. C'est sur Instagram et j'en poste tout au long de la journée pour partager ce qu'on vit. Je raconte ce qu'on fait, où on est, où on va. Les fans adorent ça, ça nous permet aussi d'annoncer les nouvelles vidéos. Je ne sais pas si c'est clair, je suis fatiguée, je suis désolée. Quand mon mari arrivera, il vous expliquera mieux que moi. Question. Est-ce que Kimi aime tourner ses vidéos? Réponse. Oh oui, elle adore. Il arrive qu'elle rechigne un peu quand elle est fatiguée, mais en réalité elle est très contente d'avoir autant de fans. Vous imaginez, à son âge? Question. Est-ce que vous voyez une raison, un conflit, une dispute qui expliquerait que Kimi ait préféré se cacher pour ne pas rentrer? Réponse. Non, 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 pas du tout. Aucune. Tout allait très bien. Description de l'enfant au moment de sa disparition. 6 ans. Cheveux blonds, mi-longs, bouclés. Taille 1,18 m, 20 kg. Corpulence fine. Doudoune rose avec col fausse fourrure. Pull rose pâle. Jean légèrement délavé. Chaussettes bleu marine. Basket blanche. Au lendemain de la disparition de Kimi Dior, alors qu'il n'était pas encore 6 heures, Clara prépara les envois des scellés recueillis la veille aux différents laboratoires, puis se pencha sur la première audition de Mélanie Clos, rédigée par le commissariat de Châtenay-Malabry. À la relecture de ce document, elle éprouva un sentiment étrange. Quelque chose manquait, quelque chose aurait dû se dire qui était resté sous silence. Elle réfléchit un instant et convoqua le souvenir de Mélanie Clos. Cette femme était terrifiée, cela ne faisait aucun doute. Mais dans la terreur, elle avait un espoir.
minuscule, insensé, inavouable, mais un espoir quand même. Clara se laissa aller un moment à explorer cette idée, puis se raisonna. Devenir flic, puis le rester, s'était accompagné d'une modification progressive de sa manière de penser. Le soupçon et la méfiance s'étaient immiscés dans ses rouages mentaux, avaient colonisé ses affects, s'y étaient propagés comme une maladie lente et inéluctable. Douter, remettre en question, sans cesse, c'était son métier. Chercher la faille, l'incohérence, le mensonge, penser à rebours des évidences, des intuitions, des impressions. Traquer les zones d'ombre et les replis, cela altère en profondeur ma façon de voir, avait-elle souvent constaté. Cette déformation professionnelle, se rassurait-elle parfois, aucun flic ne pouvait l'éviter. Dans le cas d'une disparition d'enfant, la piste familiale était toujours la première envisagée. Conflits, jalousie, adultère, projet de séparation ou d'évasion, autant de motifs d'enlèvement qu'il faudrait éliminer. Au cours des dernières années, la famille Dior avait gagné de l'argent, beaucoup d'argent, probablement bien plus que ce que Mélanie et son mari avaient bien voulu admettre. Cela pouvait donner des idées. En accord avec les services d'enquête du procureur, le plan alerte enlèvement n'avait pas été déclenché. Au-delà de la crainte d'un emballement médiatique, la diffusion massive d'une photo de Kimi risquait d'effrayer les ravisseurs et de les inciter à se débarrasser d'elle. Après discussion, le choix de la discrétion s'était imposé. Dans la nuit, la salle de crise avait été mise en place. Armée, disait-il, comme on arme un bataillon, un escadron, un navire. Sous les ordres du directeur adjoint de la brigade, différents ateliers avaient été constitués. Une équipe d'enquêteurs était chargée de l'enquête de voisinage, une autre des témoins, une autre travaillait sur la téléphonie, une autre encore se consacrait à la vidéosurveillance. Tous ces chantiers devaient être menés de front et dans les plus brefs délais. Rechercher des témoins, étudier les emplois du temps et les déplacements de tous les proches de la famille, identifier les numéros de mobiles suspects qui auraient borné dans les parages, visionner les images enregistrées par la municipalité et les commerçants alentours. Les informations étaient partagées en temps réel sur le serveur. Un dernier atelier était en cours de constitution, chargé de scruter une éventuelle fuite sur les réseaux sociaux et de passer au crible les commentaires adressés à Mélanie Clos au cours des derniers mois. La crime avait été saisie pour sa force de frappe. Au-delà de sa capacité à mobiliser plusieurs dizaines d'enquêteurs en une nuit, elle rassemblait des experts dans tous les domaines. À 8 heures du matin, les chefs de section, le chef de groupe, son adjoint et sa procédurière furent convoqués dans la salle de crise, attenante au bureau du patron. Chacun prit place autour de la longue table. Au fond de la pièce, une dizaine d'écrans transmettaient en temps réel des images de la ville. Lionel Terry, le directeur de la brigade, salua rapidement l'assemblée. L'humeur n'était pas à la digression. La fermeté de son ton, ses gestes, le pli creusé au milieu de son front, tout indiquait l'état de stress dans lequel il se trouvait. Chaque minute était précieuse, et il n'avait droit à aucun faux pas. La moindre erreur d'appréciation les enverrait dans le mur. La disparition d'un enfant, au-delà de la charge émotionnelle qu'elle contenait, avait une répercussion médiatique majeure, dont le pouvoir de nuisance pour l'image de la police judiciaire avait été maintes fois observé. La vie d'une petite fille de 6 ans était en jeu. De haute lutte, ils avaient négocié, jusqu'à nouvel ordre, le silence de toutes les rédactions. Combien de temps durerait cette trêve, ils l'ignoraient, mais pour l'instant, ils avaient la chance de travailler sans une horde de journalistes agglutinés sous leurs fenêtres. Un collègue de la brigade de recherche et d'intervention avait passé la nuit chez les parents et resterait à demeure pour gérer les contacts éventuels avec les ravisseurs. Celui-ci serait rejoint dans la matinée par une psychologue, chargée, elle aussi, d'accompagner Mélanie Clos et son mari. Pour conclure, le directeur rappela les principes de la gestion de crise, collecter un maximum d'informations, les analyser et les partager. Il insista sur ce dernier mot en détachant les syllabes.
Les guéguerres entre groupes ou entre flics le rendaient fou. Un point d'étape toutes les 2 heures permettrait d'ajuster les priorités. Les grands axes d'enquête étaient posés. Cédric Berger regarda Clara, par un échange imperceptible, recueillit son assentiment et prit le relais pour résumer les premières constatations établies la veille. La résidence comporte 2 accès, un accès piéton et un accès véhicule. Le premier se trouve a priori dans l'axe d'une caméra municipale. Une réquisition a été faite pour visionner les bandes. On devrait pouvoir les voir sur place dans la journée. En revanche, l'accès des véhicules, qui ne donnent pas dans la même rue, n'est pas couvert par la vidéosurveillance. La première caméra est à 300 mètres et orientée de l'autre côté. Il faut disposer d'un bip pour entrer dans le parking, lequel se situe sous le bâtiment A et communique avec les caves et le local poubelle. Il ne comporte que 40 places pour 85 logements dans la résidence. Malheureusement, le système ne garde en mémoire ni les entrées ni les sorties. Le gardien nous fournira dans la journée la liste des résidents qui bénéficient actuellement du BIP. Je vous rappelle qu'un certain nombre d'éléments trouvés sur place ont été mis sous scellé hier soir. Le principal étant le doudou de la petite, découvert à l'extérieur, à proximité de l'aire de jeu. Les plans de la résidence, du jardin, des caves, du parking et des rues alentours, dressés par Clara, sont disponibles sur le serveur. En ce qui concerne les premiers témoignages, une des voisines dit avoir entendu une enfant appeler à l'aide en fin de journée. Nous avons recueilli ces éléments hier soir. Elle est convoquée ce matin pour une audition. Mélanie Clos était chez elle, fenêtre ouverte, et dit n'avoir rien entendu. Le père était en formation à Lyon. Il est rentré à 23h55. Nous sommes en train de vérifier son emploi du temps. Il marqua une courte pause, mesurant l'attention exceptionnelle de son auditoire, puis reprit. Une équipe y retourne ce matin pour terminer l'enquête de voisinage. Un certain nombre de convocations ont déjà été laissées hier, et plusieurs voisins seront entendus ici, dans la journée. On s'oriente pour l'instant vers l'hypothèse d'un enlèvement en voiture, dans le parking. C'est là qu'on perd la trace de la petite, après un passage confirmé par le local poubelle. Puisque personne ne l'a vue sortir, il n'est pas exclu qu'elle soit séquestrée dans la résidence. Le gardien et sa femme sont convoqués ici dans la matinée. On veut tout savoir. Qui est ami avec qui en veut à qui, les querelles de clochers, les vieilles histoires pas réglées, les jalousies et les mesquineries. Les auditions du petit Samy et de tous les enfants présents lors de la partie de cache-cache auront lieu dans la journée, au 4e étage, et seront menées par nos collègues de la brigade de protection des mineurs. Par ailleurs, nous n'avons eu aucun mal à trouver l'adresse IP de l'auteur du message mentionnant un deal à venir, adressé à 21h30 à Mélanie Clos via un compte Instagram sous pseudo et apparemment récent. Il s'agit d'un garçon de 15 ans qui habite dans la résidence. Une équipe est partie il y a un quart d'heure pour l'interpeller et perquisitionner à son domicile. Je vous avoue que dans le contexte, cela me paraît un peu simple. Les complices sont peut-être ailleurs, intervint l'un des chefs d'atelier. J'y crois moyen. Si c'est le cas, on n'a pas affaire à des grands professionnels. Par ailleurs, Clara a fait une réquisition au parquet pour mettre les mobiles des 2 parents de Kimi Dior sur écoute. Cédric se tourna vers Clara pour voir si elle avait des éléments à ajouter, mais avant qu'elle ait pu lui répondre, Lionel Terry reprit la parole pour conclure. Bien, on se retrouve ici dans 2 heures pour un nouveau point. Un murmure d'acquiescement se fit entendre. L'air du couloir entrait déjà par la porte lorsque Clara prit la parole. Qui regarde les vidéos ? Cédric Berger observa sa procédurière avec perplexité. Tu veux dire les commentaires ? On vient de dire qu'on a une équipe. Non, interrompit-elle. Je veux dire les vidéos elles-mêmes. Ce qu'ils font sur YouTube, qui les rend si riches et si célèbres. Et pourquoi ça marche ? Cédric Berger n'était pas du genre à se laisser prendre au dépourvu. Eh ben toi, t'envoies tes scellés et tu t'y mets. Et n'oublie pas de nous dire s'ils parlent correctement français. À un autre moment, ils auraient tous ri, et Clara aussi.